Bonjour Alain, bonjour Jacques et bonjour à toute l'audience. Donc vous êtes encore très nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire, pour cette deuxième session avec Jacques Attali. Donc n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions durant le webinaire et on reviendra en fin de session pour y répondre. Alain, c'est à toi. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Bonjour Alain, pour l'instant ça va. Fantastique. Merci Jacques de nouveau de nous faire l'amitié de partager ce moment avec nous et de nous éclairer de vos analyses. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Et donc j'ai quelques questions. Vous avez récemment déclaré, Jacques, nous devons passer de l'économie de la survie à l'économie de la vie. Qu'entendez-vous par économie de la vie et qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept? J'ai eu cette intuition il y a 2 ou 3 mois quand tout cela a commencé, quand je me suis rendu compte de l'existence de cette crise, comme tout le monde, c'est-à-dire au mois de janvier. Comme j'avais déjà écrit beaucoup sur les pandémies, sur les risques que ça revenait, puisqu'il y a 20 ans, j'avais écrit un texte pour montrer que ce genre d'événement allait arriver. Et puis je voyais revenir tout cela, donc j'y avais attaché de l'importance. Comme par ailleurs, je travaillais dans ma fondation sur l'économie positive, c'est-à-dire l'économie dans l'intérêt des générations futures. Là, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé. Je l'ai écrit à peu près immédiatement, au mois de fin janvier, début février, je crois. C'est que d'abord, tout ça nous renvoyait à notre rapport à la mort. La mort étant évidemment quelque chose d'inéluctable, mais que nos sociétés ont caché de plus en plus. On ne la voit pas, on nous dit, on se distrait, au point même que quand les seules morts dont on parle sont des morts d'exception, les accidents, les attentats, euh, des morts au combat, qu'on glorifie à juste titre, mais qu'on présente comme des événements exceptionnels, comme si mourir était un événement exceptionnel. Et les morts banales, si je veux dire les morts de nous tous, d'un jour ou l'autre, on n'en parle pas. On fait tout pour ne pas les voir, on sait cela, on sait qu'on le cache. Les EHPAD étant une des dimensions de cette dissimulation. Et une des premières choses auxquelles renvoie cet événement du Covid, c'est de nous rappeler que nous sommes mortels, que notre vie est brève, qu'il faut en faire le meilleur usage possible, que notre temps est court, qu'il faut essayer de faire que notre vie, qui est unique, on ne vit qu'une fois, chose que, sauf les kabbalistes ou les indianistes qui croient à la résurrection pensent, il faut faire le meilleur usage de notre temps. Et ça m'a amené tout de suite à une évidence, c'est que puisque la mort a repris ses droits dans notre expression de notre condition, il fallait à tout prix orienter notre société, notre production économique, notre production sociale, notre idéologie autour de la vie. Toutes les formes de vie, la vie de la nature, la vie des gens, la vie des animaux, la vie tout court, la vie joyeuse, la vie plaisante. C'est autour de la vie qu'il faut que s'organise tout simplement le combat contre la mort. Le combat contre la mort, il passe par la vie. Et quand on en vient à ce qu'il y a à faire en termes économiques, c'est là où le concept d'économie de la vie s'impose, comme une réponse à la crise qui est provoquée par la peur de la mort, puisque c'est la peur de la mort qui nous a, pour la première fois dans l'histoire humaine, poussé collectivement à l'échelle de la planète à confiner 4 milliards de personnes. On a confiné 4 milliards de personnes parce que la peur de la mort était plus importante que la production économique. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça qu'on a fait. Et donc, pour réconcilier l'un avec l'autre, il faut se centrer sur l'économie de la vie. Et l'économie de la vie, c'est l'ensemble des secteurs qui sont fondamentaux pour la vie. Et on s'aperçoit que ces secteurs sont très nombreux. Ils n'occupent pas la totalité de ce que nous produisons, mais ils sont très nombreux. C'est évidemment la santé, l'alimentation, l'hygiène, la prévention, l'éducation, la recherche, l'énergie propre, la gestion des déchets, la création artistique, la gestion de la démocratie, la sécurité, le digital comme un élément pour produire l'ensemble des techniques de l'alimentation, de l'économie de la vie, mais aussi d'autres secteurs qui sont fondamentaux comme le commerce lié à l'alimentation, les transports liés à l'alimentation et tout ce qui constitue le fonctionnement de nos sociétés plus ou moins visibles ou invisibles, dont le logement et un certain nombre d'autres secteurs. En sont exclus des secteurs qui ne sont pas essentiels à la vie
qui sont sans doute l'aviation, l'industrie automobile, l'industrie chimique, l'industrie de l'armement et d'autres secteurs de l'énergie non propre, l'énergie carbonée, donc le pétrole. Ce qui fait que lorsqu'on regarde les secteurs de l'économie de la vie, on s'aperçoit que l'économie de la vie, ça représente, selon les pays, entre 50 et 70% du PIB, entre 50 et 70% de l'emploi, et que si on veut vraiment refaire partir notre économie, on ne le refera pas partir sur les secteurs qui ne sont pas dans l'économie de la vie, parce que personne n'aura envie de consommer des choses qui ne sont pas liées à la vie aujourd'hui. La prise de conscience de la mort pousse à avoir envie de consommer ce qui est l'économie de la vie. L'économie de la vie revient comme une sorte d'énergie vitale, de demande absolue dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin de la vie comme une réponse à nos enjeux. Cette demande de la vie nous amène à formuler autour de ça à la fois un projet économique, mais aussi un projet de société. Un projet économique au sens où les entreprises doivent se poser la question, suis-je dans le secteur de l'économie de la vie? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Comment je peux faire pour convertir ma société ou mon entreprise ou ma région ou ma ville pour y être? Et pour les gouvernements, ça donne une grille de lecture, en allemand on dirait Weltanschauung, une vision du monde, un projet qui permet de créer les conditions d'avancer dans cette direction. Voilà ce qu'est l'économie de la vie. Je crois vraiment que ça forme un axe, une grille de lecture conductrice de là où il faut aller. Je crois vraiment que toutes les entreprises qui iront dans l'économie de la vie seront mieux que les entreprises qui chercheront à survivre dans les autres secteurs, parce que les autres secteurs redémarreront pas très vite ou presque jamais, sauf si elles trouvent un sens par rapport à l'économie de la vie. Merci. Si on zoome sur un élément en particulier, en quoi l'innovation est-elle une dimension essentielle de cette économie de la vie? L'innovation est fondamentale parce que l'économie de la vie doit s'adapter à ce qui crée les conditions de la vie. Or, d'abord, la vie suppose en permanence des innovations dans les secteurs médicaux, évidemment. Donc là, à l'évidence, tout ce qui va être la recherche médicale va être fondamental. Ensuite, parce que dans beaucoup de secteurs, ces secteurs sont soit des secteurs de la vie, soit des secteurs de la mort, selon la façon dont l'innovation fonctionne. L'énergie propre, je n'ai pas dit l'énergie verte, c'est l'énergie propre, et du côté de la vie. L'énergie carbonée n'est pas du secteur de la vie, donc toutes les technologies qui vont permettre de passer à l'énergie propre, qui vont permettre d'utiliser de l'énergie propre, qui vont permettre aussi d'utiliser moins d'énergie, tout simplement par le digital, sont dans l'économie de la vie. Beaucoup de secteurs devront, pour être dans l'économie de la vie, travailler autrement. Il faudra faire des spectacles d'art vivant. L'art vivant doit, par définition, c'est la vie, mais l'art vivant n'est possible dans le monde nouveau que dans l'économie, qu'avec le numérique, avec le digital. Pourquoi? Parce que l'économie de la vie n'est pas l'économie distanciée par nature. Il y a des secteurs dans l'économie de la vie qui sont distanciés, puis il y a des secteurs qui ne le sont pas. Or, on va être durablement dans une économie distanciée, dans une économie d'une relative solitude en réseau, où on aura découvert d'ailleurs qu'on est à la fois dans la solitude et dans l'intelligence collective qu'aura permis cette période. Donc l'innovation va être fondamentale pour permettre à des secteurs qui n'étaient pas clairement dans l'économie de la vie de le devenir. De même, dans tous les domaines, j'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation. L'alimentation, pour être dans l'économie de la vie, il faut qu'elle soit d'abord se débarrasse de fausses innovations comme une grande partie de l'industrie chimique, qu'elle s'organise autrement, et qu'elle ait des innovations qui peuvent être d'ailleurs très simples, dans le transport, dans la proximité. L'innovation, ce n'est pas forcément le quantum computing, ça peut être simplement une nouvelle forme de logistique beaucoup plus simple, beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus proche, liée à la proximité. Mais ça peut être aussi de très fortes progrès techniques. Si on veut, par exemple, pouvoir utiliser à l'échelle de 7-8 milliards d'habitants toutes les technologies de télémédecine ou de télééducation et de téléshopping, il va falloir des quantités de calcul
qui ne seront pas disponibles si on n'a pas d'énormes progrès en matière de quantum computing ou d'intelligence artificielle et de 5G, 6G, 7G qui devront être nécessaires. Donc on voit bien que l'économie de la vie ne pourra pas, aurait pu fonctionner pour 1 milliard d'habitants avec une espérance de vie à 40 ans il y a 2 siècles, mais qu'aujourd'hui elle ne pourra fonctionner qu'avec d'immenses progrès techniques. Et le progrès technique, au sens plus large, de progrès d'organisation. Il faudra s'organiser autrement. Est-ce que vous pensez que les secteurs de l'économie de la vie peuvent se développer sans les autres secteurs qui n'appartiennent pas à l'économie de la vie? C'est une très bonne question. Je pense que les autres secteurs ne sont pas nécessaires. C'est pourquoi j'ai mis dans l'économie de la vie l'eau, la gestion des déchets, l'énergie propre. S'il y avait un secteur nécessaire à l'économie de la vie qui n'était pas dans l'économie de la vie, il doit y être. Parce que l'économie de la vie, c'est comme une armée qui a besoin de son arrière-garde pour la logistique. Donc je ne vois aucun secteur nécessaire à l'économie de la vie qui n'y soit pas, parce qu'il devrait y être. Ok. Et selon vous, et le digital dans tout ça? Le digital, il est clair que dans une économie qui va avoir pour la vie besoin de beaucoup de choses liées au digital. Si je reprends les secteurs les uns après les autres, on ne pourra pas trouver les médicaments dont on a besoin sans le digital, et qui joue aujourd'hui un rôle considérable dans la recherche médicale. On ne pourra pas organiser tracking et testing sans le digital. On ne pourra pas organiser une société de liberté permettant à chacun d'être, savoir ce qu'il a ou n'a pas comme maladie sans le digital. On ne pourra pas organiser la télémédecine, évidemment, sans le digital. On ne pourra pas organiser l'éducation de demain, qui est nécessaire non seulement à cause du confinement, ce n'est pas parce qu'il y a 4 milliards de personnes confinées qu'on aura besoin de télémédecine ou de téléenseignement. C'est une tendance forte. Et la pandémie est un accélérateur de changement, qui entraîne un accélérateur du changement vers le digital, de l'éducation, de la santé. Les autres domaines, je l'ai dit, en matière d'alimentation, c'est absolument nécessaire. Le digital va être absolument nécessaire, ne serait-ce que pour organiser la distribution. Dans l'art vivant, évidemment nécessaire, il y a aujourd'hui beaucoup de tentatives qui vont réussir pour permettre au spectacle vivant de continuer à être du spectacle vivant grâce au digital. Et le digital, actuellement, permet d'assister à des spectacles, de les rémunérer, comme le spectacle que nous faisons aujourd'hui gratuitement pour nos spectateurs, mais on peut imaginer la même chose de façon rémunérée, et ça existera, et ça existe déjà pour des concerts. Il y a eu un concert la semaine dernière rémunéré comme pour une œuvre, mais rémunéré en digital, il y en a plein. On pourra même assez vite aller acheter sa place pour assister à un spectacle vivant en direct qui aura lieu. Je connais des projets de ce genre qui sont en train de se développer de façon très certaine. On pourra plus tard faire beaucoup plus encore avec le 3D et les hologrammes. On va voir d'ailleurs prochainement le digital intervenir plus encore dans la gestion politique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des réunions du G7 ou du G20 sans déplacer des gens, alors que la même chose en hologramme existe déjà dans une salle de conférence où chacun peut voir tout le monde sans avoir besoin de se déplacer? C'est absurde. Donc le digital va être absolument nécessaire pour aller plus loin, à condition d'aller très très loin vers, moi j'avais appelé ça dans un de mes romans il y a longtemps, les clones images, c'est-à-dire des hologrammes de soi, où vous avez un hologramme de vous bon, aujourd'hui ça suppose des bandes passantes incroyables, etc., mais ça progressera. Donc le digital est nécessaire là. Il est nécessaire, je peux reprendre les autres secteurs, dans l'énergie propre évidemment, dans l'économie d'énergie, dans la gestion des déchets, dans la façon de repenser l'urbanisme en fonction des nouvelles formes de transport et d'organisation. Rien ne peut se faire sans le digital, qui d'ailleurs n'est pas une technologie nouvelle. Il ne faut pas oublier que l'invention de l'informatique, c'est il y a 40 ans, que le premier ordinateur portable, c'est en 1981, donc il y a 40 ans.
Donc, le numérique, c'est pas quelque chose de neuf. Si vous vouliez parler de quelque chose de neuf, il faudrait parler de biogénétique, de nanotechnologie, et même de quelque chose qui, à mon avis, va être la grande technologie d'après-demain, qui est le biomimétisme. Mais c'est un autre sujet. Le digital est un ensemble mûr qui a encore énormément de champs de progrès possibles. D'abord parce que la loi de Moore est encore valable, et parce qu'il y a d'autres champs de développement et d'invention possibles. Écoutez, merci. Jacques, en tant que membre de notre comité stratégique chez BRI Digital, quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises comme la nôtre, aux entreprises de croissance, dans ce nouveau monde après Covid? D'abord, ce n'est pas un nouveau monde après Covid, parce que le Covid est là pour longtemps, même si la maladie disparaît, ce qu'on peut espérer avec les beaux jours ou avec un médicament ou un vaccin demain, même si c'est le cas, comme vous savez tous, la crise économique est très profonde, on va faire moins 10 de PIB en 2020, pour rattraper ça, il faudra 3-4 ans, donc la crise est là pour longtemps. Et donc, il va falloir que vos entreprises survivent et qu'elles aident les autres à survivre. Pour l'instant, la plupart des gouvernements ont réglé un problème de liquidité, mais personne ne règle un problème de solvabilité avec des dettes. On règle le problème de solvabilité avec du capital ou avec des clients. Et si possible, surtout avec des clients. Donc, la crise est encore là pour longtemps, et c'est à elle qu'il faut adresser. Donc, les conseils que je vous donne, c'est d'abord gérer au mieux vos problèmes de cash, de liquidité, et ensuite regardez vos problèmes de solvabilité en termes de capital, d'actionnariat, et en termes de clients. Et en termes de clients, il faut chercher des marchés qui soient à la fois la prolongation des marchés actuels, mais aussi les marchés nouveaux qui s'ouvrent. Et les marchés nouveaux qui s'ouvrent dans l'économie de la vie sont absolument gigantesques. Alors, est-ce que les clients savent qu'il y a des besoins? C'est pas encore certain. Et les clients potentiels de l'économie de la vie ne sont pas encore mûrs. Il n'y a aucun pays qui a dit je m'engage dans l'économie de la vie en tant que tel. Ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas encore le cas. En quelque sorte, tout le monde fait de l'économie de la vie comme on faisait de la prose sans le savoir. Mais les secteurs sont là, sont évidents. Il y a, même si ça ne s'appelle pas l'économie de la vie, les besoins en économie de la vie sont absolument gigantesques. Dans les secteurs de la santé, de l'éducation, les besoins digitaux vont être énormes. Et je vous invite à y réfléchir en revenant aux sources, à la racine, la vie par rapport à la mort. Comment vivre? De quoi tu as besoin de ton besoin de vivre? On a besoin de santé, d'éducation, de création, d'art, d'alimentation, d'hygiène. On a besoin de tout ça. Et sur tout ça, le digital peut dire je vous apporte une solution pour faire mieux, moins cher, plus vite, pour plus de gens. Sachant que grâce au digital, maintenant, une solution peut être valable dans le monde entier très vite. Sachant aussi d'ailleurs que ça fait venir pour vous des concurrents du monde entier. Regardez ce qui se passe au Maroc, regardez ce qui se passe au Sénégal, regardez ce qui se passe au Vietnam, regardez ce qui se passe en Malaisie, regardez ce qui se passe au Mexique. Vous y verrez des concurrents incroyables qui inventent des technologies de test, de tracking, de commerce en ligne qui peuvent être mondiaux très vite. Donc vos concurrents ne sont pas seulement ni dans la Silicon Valley, ni à Paris, ni à Marseille. Ils sont partout dans le monde. Et moi, je suis convaincu que cette crise va faire bloom up, on dit en anglais, va faire surgir des nouvelles startups qui seront peut-être achetées par les GAFA, parce que les GAFA sont en situation de veille permanente. Ils achèteront peut-être ces firmes avant qu'elles ne s'épanouissent. Il y a des technologies extraordinaires qui sont en train d'apparaître bien ailleurs qu'en France, et bien ailleurs qu'aux États-Unis, bien ailleurs qu'en Europe. Et je vous invite vraiment à avoir une veille à cet égard. Écoutez, c'est ce qu'on fait. Pardon, je n'ai pas parlé d'un sujet qui est évidemment dans l'économie de la vie, j'aurais dû, c'est l'assurance cruciale et la finance, le crédit. Non pas la finance spéculative, mais le crédit. L'assurance, c'est un secteur évidemment central, comme on a vu les lacunes qu'elle avait représentées, et les technologies, ce qu'on appelle les fintech et les insurtech vont être aussi des lieux de développement des technologies absolument majeures. Écoutez, c'est pour ça qu'on continue d'innover, à la fois technologiquement et dans la façon dont on adresse nos clients et nos marchés. Et vous avez tout à fait raison et on suit votre conseil avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup Jacques pour cet éclairage. Merci aussi pour le temps que vous nous accordez régulièrement.
À bientôt. Merci Alain, je serais ravi de poursuivre la conversation, soit maintenant avec vos autres s'ils ont des questions à poser, soit un peu plus tard. On a Oui, une qui arrive. Comment sensibiliser et convaincre les décideurs financiers et politiques de ce monde et de s'orienter vers cette économie de la vie? Ah, il faut en parler comme je le fais, mais vous, comme entrepreneur, il faut comme citoyen, il faut en parler. Et puis, il faut, la preuve viendra en marchant. C'est-à-dire, s'il y a des succès, il y aura des succès d'entreprises qui vont réussir dans le secteur de l'économie de la vie. Évidemment, il y en aura plein. Ça montrera que le grand moteur de croissance, ça ne sera pas de financer à l'infini les compagnies aériennes et les compagnies automobiles pour qu'elles continuent à exister sans marché. Ça n'a pas de sens. C'est de pousser à se réorienter. Moi, j'enrage de voir que Renault continue à supplier d'avoir des subsides pour produire des voitures dont personne ne voudra, au lieu de se dire, mais qu'est-ce que je peux produire d'autre dont les gens voudront. Donc, et ceux qui, pour que les gens prennent conscience de ça, il faut montrer que ceux qui marchent, ceux qui réussissent, ceux qui ont du chiffre d'affaires et de la croissance, pour parler un langage simplement limité à l'entreprise, ben ce sont ceux qui sont dans les secteurs de la vie. Peut-être que les derniers diplodocus finiront par comprendre qu'ils ont intérêt à changer. Tout à fait. Une autre question, Jacques. Comment voyez-vous le rôle de la Chine dans cette future économie de la vie? D'abord, je crois que la Chine va être évidemment un acteur très important parce que la Chine est le leader mondial de l'intelligence artificielle. On sait qu'elle produit beaucoup d'ingénieurs, on sait qu'elle a un marché intérieur énorme qui lui permet de faire de l'exploitation et d'accumuler des données. Donc, elle a dans ce domaine une avance absolument gigantesque. Est-ce que pour autant, donc la Chine va être un acteur très important. Est-ce que pour autant la Chine sera la superpuissance de demain? Ça sera une superpuissance. Est-ce qu'elle va remplacer les États-Unis comme superpuissance? Je ne crois pas. Je crois que les États-Unis sont en grand déclin, grand désordre, peuvent encore ressurgir. Mais même s'ils ne ressurgissent pas, je ne crois pas que la Chine la remplace. Simplement parce que la Chine n'est pas une grande puissance militaire encore. La Chine n'a qu'une base à l'étranger, les États-Unis dans 45 pays. On est très loin, très très loin du compte. La Chine n'a jamais voulu être une superpuissance idéologique à l'échelle de la planète. Et la Chine a un énorme problème, c'est qu'elle ne peut pas nourrir seule sa population et tout se ramène à la vie, donc tout se ramène à la nourriture. Et un pays qui ne peut pas nourrir sa population aura du mal. Ensuite, tant que la Chine est une dictature, elle peut aller assez loin, mais quand on regarde l'histoire depuis 1000 ans, aucune nation n'a été une superpuissance s'il n'y avait pas une liberté d'esprit, au moins au sein de son élite, où l'élite pouvait se critiquer, avancer, créer. Aucun. Si vous prenez depuis Bruges, Anvers, Venise, Gênes, Amsterdam, Londres, les États-Unis ensuite, les grandes puissances ont toujours été des démocraties, ou au moins des démocraties à l'intérieur de l'élite. La Chine n'est pas là. Euh, la dictature est très forte, même au sein du comité central. Donc, tant que c'est ça, je ne crois pas que la Chine soit une superpuissance. Elle ne sera pas la superpuissance, une superpuissance, oui. Et technologiquement très avancée, donc extrêmement dangereuse, menaçante et aussi fascinante, parce qu'il faudra sûrement travailler avec des technologies chinoises, les utiliser, tout en sachant ce qu'il faut en penser. Encore une question sur le paradoxe du digital et de l'économie de la vie. Le digital contribue aujourd'hui à 3% des gaz à effet de serre, soit l'équivalent du trafic aérien civil, et semblerait augmenter vers les 7-8%. Avez-vous une réflexion sur l'intégration d'une forme de sobriété numérique? C'est très très important. Moi, j'avais écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait La parole et l'outil, il y a un siècle et demi, où j'avais expliqué que l'information était un substitut à l'énergie. Je continue à penser que l'information est un substitut à l'énergie, mais en effet, il faudra faire très attention à ce que l'impact climatique de l'information ne soit pas un désastre. Alors, il y a là aussi il y a beaucoup d'innovations. Je connais quelques entreprises, en particulier une, qui fait beaucoup d'efforts pour réduire le coût du refroidissement des centres de données, des data centers. Il y a beaucoup de progrès techniques à faire, de technologies à développer pour économiser de l'énergie dans la gestion de l'information. Beaucoup de choses sont à faire là. Si on ne veut pas que l'information soit considérée comme un problème et non pas une solution. C'est clair. Une question sur la démocratie.
est-ce que l'économie de la vie aura un impact sur les formes de gouvernement? Et si oui, quelle pourrait être la forme que cela prendrait? C'est entre les mains des gens. J'ai dit tout à l'heure que tout se renvoie au rapport à la mort. Le rapport à la mort, c'est le rapport à la sécurité. Quand les gens ont le choix, les citoyens ont le choix entre la sécurité et la liberté, ils choisissent toujours la sécurité. Parce que la sécurité leur assure un rapport à la mort, tandis que la liberté leur donne un rapport à la vie avec un risque. Et donc la sécurité passe avant. Et donc il faut faire en sorte que la sécurité ne conduise pas à la dictature et qu'on puisse faire dans l'économie de la vie, c'est-à-dire de la liberté, l'économie de la vie, ça suppose l'économie de la liberté, une sécurité. C'est pas gagné. La technologie de ce point de vue est assez neutre parce que la technologie peut être un outil de l'hypersurveillance et de l'autosurveillance aliénante, mais elle peut être aussi un outil de l'autosurveillance libératrice. Si je me contrôle moi-même, je suis plus libre encore puisque j'ai les données pour moi, à condition de les avoir que pour moi et de ne pas les partager, mais de n'avoir que pour moi des données qui me permettent de décider librement ce que je dois vouloir pour moi-même. Donc, tout est possible. Provisoirement, pendant un temps, il est vraisemblable qu'on va basculer de plus en plus vers des régimes autoritaires. On le voit dans toutes les dimensions, en Europe et ailleurs, parce que les pays autoritaires sont mieux placés dans la crise, parce qu'ils ont mieux compris que d'autres qu'il fallait se mettre en économie de guerre. C'est d'ailleurs assez ironique, il faut se mettre en économie de guerre pour faire gagner l'économie de la vie. Ils l'ont mieux compris. Et c'est très difficile d'être en économie de guerre et être en démocratie. Le meilleur exemple a été la Grande-Bretagne de la Seconde Guerre mondiale, où ils sont restés une démocratie pendant la guerre, avec un parlement qui se réunissait, un parlement qui même se réunissait, imaginez-vous, en séance secrète, où le Premier ministre et le gouvernement donnaient des secrets d'État et aucun parlementaire ne les livrait à l'extérieur, ce qui mériterait d'être mieux connu. Ce qui n'a pas d'ailleurs empêché, pendant la guerre, enfin, juste avant la fin de la guerre, le gouvernement de Churchill d'être renversé et de pouvoir passer de la droite Churchill à la gauche Attlee. Donc il y a la démocratie n'est pas incompatible avec l'économie de guerre, mais il est plus naturel en économie de guerre d'être en situation autoritaire. Dernière question, Jacques. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont décliné, qui étaient en forte croissance, des secteurs comme le luxe, par exemple? Le luxe, c'est aussi la vie. Et comme, qu'on le veuille ou non, malheureusement, cette crise va produire des inégalités, il y aura toujours cela. La crise va aggraver les inégalités. Le luxe sera toujours là. S'il est dans l'économie de la vie, ça doit être le vrai luxe. C'est-à-dire le vrai luxe, c'est d'avoir du temps. C'est d'avoir la possibilité d'être seul ou avec ce qu'on aime. C'est ça le vrai luxe. Donc, le vrai luxe, l'économie du luxe au sens du luxe du temps, oui, pour moi, ça doit se développer. Le luxe au sens de l'obsession de changer de sac à main toutes les 10 minutes, non, ça, c'est l'économie de la mort. Ok, merci beaucoup. Nous allons, cet échange, cette conversation sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux. Et je vous remercie encore une fois, Jacques, pour le temps que vous nous avez consacré. À très bientôt. Si vous me la donnerez, je la mettrai sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne de télévision Attali TV, je vous invite à visiter. Bien sûr, auquel je suis abonné. Merci infiniment, Jacques. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.